Ce livre d'Edgar Morin était pour moi un viatique. Je l'ai rencontré, ce livre, en même temps qu'Edgar Morin d'ailleurs, en 1974, si je ne me trompe pas. Je suis évidemment passionné, puisque j'étais enseignant, par tout ce qui touche à l'école et à la pédagogie. Voici ce qu'écrit, je résume, hein, Edgar Morin dans le vif du sujet, qui est une sorte de travail énorme, quoique court, au moment d'une crise personnelle, existentielle. Et ce qu'il en sort n'est pas du tout négatif. L'anthropocosmologie, il ne faut pas avoir peur des mots, hein. L'anthropocosmologie, c'est l'homme dans le cosmos. Ne doit pas être le couronnement terminal, la classe de philo, du secondaire, mais doit être le principe interrogatif d'où rayonne l'enseignement de l'instituteur. Un enseignement fondé sur l'analyse de pensée et l'élucidation du vécu, très important. L'élucidation du vécu doit être également entamée dès l'éducation primaire et être poursuivie sans relâche tout au long du cycle pédagogique. L'analyse de pensée, ce n'est pas l'étude de la logique formelle, pas du tout, mais l'étude de la logique réelle, qui permet de reconnaître les mécanismes psycho-affectifs magiques présents dans tous les discours. Et Dieu sait s'il y en a. L'analyse de pensée doit tenir la place centrale qu'occupe l'explication grammaticale, esthétique des textes dans le système des humanités classiques. L'élucidation du vécu implique l'enseignement d'une phénoménologie du monde moderne et de la vie quotidienne, qui doit être un exercice improvisé au jour le jour, où l'enseignant interrogerait les événements pour tenter d'en dénoter le sens. Du coup, il n'y aurait plus de cloison étanche entre la culture de l'école et la culture des médias, mais l'élucidation de l'une par l'autre. Ça, dans les classes freinées, on faisait ça journellement. La formation de la personne doit être tentée non pas par l'endoctrinement moral, la moraline dont je parlais hier, mais l'effort continu pour développer un nouveau super-ego et faire sortir la tierce personnalité. C'est-à-dire, entre nos différentes contradictions que nous avons en nous-mêmes, lorsque je vais déposer un vêtement à l'arbre à loques de Sénarpon, qui est un arbre millénaire, euh, pour guérir quelqu'un que j'aime et qui est malade, je suis dans une attitude totalement magique. Mais je le sais. Ça ne m'empêche pas de le faire. Mais je sais que je suis dans une attitude totalement magique. Simplement, je fais comme Pascal. Je me dis, si ça ne peut pas faire de mal, ça ne pas faire de bien, ça ne peut pas faire de mal non plus. C'est ça, l'illusion. Ne pas être dupe de soi-même et de toutes ces imperfections. Donc la tierce personnalité, c'est sortir de tout ça pour arriver à quelque chose de plus cohérent, de plus efficace, de plus juste. Donc pas d'endoctrinement moral. L'analyse de pensée, l'élucidation du vécu, l'anthropologie, l'anthropomorale doivent contribuer à la constitution du nouveau super-ego. La sortie de la tierce personne ne peut être que tardive, problématique. En chacun de nous, le tiers, c'est cette personne sortie de la carapace et des habitudes et de tout le conditionnement, la sortie de la tierce personne ne peut être que tardive, problématique. En chacun de nous, le tiers est plus ou moins dans sa gangue. C'est comme une ultime dent de sagesse qui, chez la plupart, n'a pas percé. Ici encore, il faudrait innover en tenant compte de l'expérience des psychanalyses, des méthodes diverses et variées, et voir aussi ce qui se passe au niveau des perspectives d'autorégulation chimique du cerveau. On y travaille en ce moment, pas ici, mais dans les laboratoires, pour instituer une méthodologie synthétique et pluraliste qui devrait être le champ, qui devrait être transféré du champ
marginal de la psychopathologie au champ central de la névrose constitutionnelle de l'humanité. La névrose constitutionnelle de l'humanité, car c'est la maladie de l'homme normal qui est la plus grave. Très important, très important. Cette perspective peut sembler utopique, dit Morin, mais elle est beaucoup moins irréaliste que l'exhortation morale, qui n'atteint que rarement et à l'aveuglette les structures profondes, quand elle fait appel au sacrifice, quand elle gratte au point sensible de la culpabilité, etc. Et ces résultats ne sauraient être viciés comme ceux des morales de contrainte qui opèrent toujours par terreur et tabou. Elle est même réaliste dans le sens où elle fait la part de l'archéo, le vieux truc, hein, le cerveau reptilien anthropologique, et le processus en gestation qu'il s'agirait obstétriquement de favoriser. On retourne là chez le vieillard d'accoucher de Socrate, mais c'est complètement différent. Mais il est vain de se dissimuler qu'il s'agit là d'une modification profonde et multidimensionnelle, c'est-à-dire d'une métamorphose. La réforme de l'enseignement appelle une gigantesque réforme des structures mentales, une révolution copernicienne, einsteinienne du système de pensée. Cela renvoie non seulement aux problèmes politiques et sociaux, et une fois encore à la totalité du corps social, mais à la transformation radicale de la classe enseignante. Il y a du boulot, devenue classe petite fonctionnaire et qui, retrouvant sa vocation missionnaire avec de nouvelles humanités, pourrait jouer à nouveau un rôle éclaireur dans la société. Eh bien oui, il y a du taf, hein. Mais qui éduquera les éducateurs? À nouveau, la question riposte de Marx à Feuerbach est posée à nouveau. Nous retrouvons le nœud gordien des problèmes humains, mais de toute façon, il est clair que c'est dans l'intelligentsia et particulièrement dans la classe enseignante même que pourrait être amorcée la révolution du nouvel Émile. Les images se bloquent, ce qui signifie que je suis arrivé à la limite. Je vous embrasse tous. C'est lourd là, hein, voilà, oui, là il y a du lourd. Mais regardez ce bouquin génial, le vif du sujet. Vous n'allez pas vous ennuyer, je vous le promets.